Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comme promis, oula, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah oui, non, c'est pas mon fond vidéo d'habitude. Oui, vidéo fond. Voilà, on va mettre nos petites étoiles. Non, celle-là, hop là, voilà, parfait, parfait, parfait. Eh bien, bonsoir à tous, salut les copains et les copines, comme promis, ma foi, juste avant d'arriver sur ce live où je vous coupe votre série préférée, je reçois ce soir Tata Manoulida, la belle, l'incroyable Tata Manoulida, qui va nous accompagner sur une petite discussion du mardi soir, une question que j'avais osé grave poser. Heureusement que Tata m'a rassuré, parce que j'ai dit, est-ce que je peux poser cette question? Et en me disant, est-ce qu'on va avoir des problèmes avec ça? Mais c'est une vraie question que je me suis posée un moment. Mais avant, Oui, mais avant pardon. d'arriver, non non, je t'en prie, on va se caler et tout. Mais avant d'attaquer le dur du sujet, on va te présenter un petit peu, Tata. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour. Bah oui, moi c'est Tata Manulida sous mon nom de drag queen. Sinon, je m'appelle Manu et je suis les intergalactiques. J'ai été bénévole un bon moment. Je suis toujours sur place quand je peux, dès que je peux. Et je suis, je sais pas, je suis qui? J'organisais beaucoup d'événements, j'en organise encore un petit peu. Et maintenant, surtout, je suis comédienne en apprentissage, je suis en école de théâtre. Et sinon, voilà, je fais des shows, je fais des trucs. Et du coup, en civil, mon prénom c'est Manu et mes pronoms sont elle ou Yel. Et en drague, c'est Manulida, pronom elle. Eh bah écoute, ce qui alors je sais que parce que il y a quelques années de ça, je crois en 2015, quelque chose comme ça, on était allés ensemble à l'ENS Théâtre Cantor pour regarder une représentation du Rocker Picture Show ensemble. On a passé une chouette soirée de l'amitié. Et je sais que toi et moi, on est fans à la base du Rocker Picture Show. Moi, voilà, c'est un film qui a, pour parler un tout petit peu de moi avant, et que ça permettra aussi de préparer un peu les futures discussions, c'est un film que j'ai découvert, qui était passé sur Arte, que j'avais enregistré parce que j'avais capté que c'était une espèce de curiosité, j'avais quoi, 16-17 ans, curiosité qui allait diffuser, puis je suis complètement tombé amoureux de ce film, j'écoutais la BO en boucle, c'est un film qui me faisait du bien, c'est un film qui m'amusait, pourtant voilà, cisgenre, hétéro, Jal, enfin on est dans ce truc là, mais j'adorais son côté libertaire, j'adorais son côté un peu, c'est très humoristique, c'était une forme de liberté qui parlait de tas de choses, et c'est un film dont j'ai une affection profonde et réelle au fil des années. Voilà, en tout cas, je me suis vu comme ça, puis je l'ai vu, revu. Je suis jamais allé au Studio Galant à Paris de mon côté. Au Studio Galant pour le voir, c'était un vieux rêve de gosse à la base, mais j'ai jamais pu y aller. J'ai vu avec toi donc la seule représentation que j'ai vue, c'était dans ce théâtre, dans le 7e arrondissement. Et pour les petits trucs, on l'avait diffusé en 2009 sur les berges du Rhône, nouvellement créées, etc. On l'avait passé en projection extérieure en 2009 sur grand écran, plein de guillotières. On disait, vous êtes cool. Ah, vous y croyez, vous avez des cochons d'Inde, les gars. Et c'est trop bien passé. Donc voilà, pour moi c'est un film très important dans ma filmographie. Voilà, ça c'est pour donner ma météo personnelle par rapport à l'histoire qui somme toute banale par rapport au film. Quelle est la tienne, Manu? La mienne, elle est moins. J'ai pas le même historique, on va dire, parce qu'en fait, quand on est allé le voir ensemble au Cantor, c'était la première fois que je le voyais. Non. Si, Ah putain. si, 2015, je 2015, pense. ouais, ouais. 2016. Non, peut-être, non, ça devait être ouais, soit fin 2015, soit début 2016. C'était avant que je parte en voyage. Oui, t'as raison. Oui, ça devait être genre hiver, février 2016, un truc comme ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, je connaissais, je pense que je connaissais une bonne partie des chansons, je voyais parfaitement ce que c'était et je ne l'avais jamais vu. Du coup, je l'ai vu pour la première fois en représentation, ce qui était assez chouette pour le découvrir, franchement. Et du coup, par contre, ouais, effectivement, ça m'a tout de suite marqué, sans forcément savoir pourquoi, puisque ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'étais pas du tout out en tant que personne trans non binaire. Je croyais totalement que j'étais un homme cis hétéro. Et ça m'a tout de suite parlé. Après, je l'ai revu quelques fois, mais en spectacle jamais. Après, par contre, du coup, je l'ai regardé. J'ai regardé
la comédie musicale, une captation qui a été faite en 2015 je sais plus quel théâtre de Londres, mais voilà, qui est connu. Mhm. Et voilà Ok. comment je connais ce film. Donc, est-ce que tu veux resituer un petit peu très rapidement pour éventuellement les personnes qui ne connaissent pas The Rocker Picture Show, ce que ça raconte très rapidement, enfin fais-toi plaisir. Ah, rapidement. Oui, oui. Non, mais ce qui est important à savoir, c'est qu'à à la base de base, c'est une comédie musicale qui a été écrite par Richard O'Brien, qui est une personne néo-zélandaise, anglaise, donc anglo-néo-zélandaise, on va dire, qui a été écrite, qui a commencé à tourner en 73, donc il y a 50 ans. Oh putain. Et qui a été adapté, donc ça s'appelait le Rocky Horror Show, et qui a été adapté au cinéma par la Fox, je crois, Ouais, tout à fait. en 75. Et du coup, Tim Curry, qui jouait dans la pièce, interprète le rôle principal, Frankenfurter. Il a repris son rôle dans le film. Et Richard O'Brien, qui l'a écrite, joue dedans aussi, puisque c'est Riff Raff. Donc ça, c'est un peu pour le petit historique. Euh, L'histoire, de toute façon, elle est vraiment le script du film, c'est le même que le script de la pièce. C'est un couple hétérosexuel qui rencontre des gens hors de leur système hétéronormatif et beaucoup plus. C'est Brad et Janet qui sont fiancés, qui décident d'aller rendre visite à leur vieil ami, leur vieux professeur, grâce à qui ils se sont rencontrés. En route, ils tombent en panne, dommage, juste à côté d'un château. Château dans lequel ils décident d'aller pour demander de l'aide. Et là, ils tombent sur des gens complètement délurés pour eux, on va dire. Puisque ça danse, il y a des paillettes, et surtout, ils découvrent le professeur Frankenfurter, dont l'intro très connue est Sweet Transvestite. I'm a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Euh, et c'est le choc. Donc c'est Tim Curry en porte-jartel. Voilà. Des images qui ont marqué leur temps, qui parlent encore aujourd'hui, qui font partie de la pop culture, puisque c'est un film qui n'a pas fonctionné quand il est sorti en salle. Il a bidé de ouf, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a bidé, mais c'est un film qui a été repris, qui a lancé même un peu la mode des Midnight Movies, ces séances de minuit où il était diffusé régulièrement. Et c'est un film qui a eu une pérennisation via ces moments très festifs, parce qu'il se passe plein de choses à ce moment. Si tu veux en dire un peu plus, qu'est-ce qui se passe en salle Mais juste petit truc quand même, c'est que ça n'a pas marché à la sortie. Cela dit, c'est le film qui a le plus long running Mhm. de l'histoire. C'est-à-dire qu'il continue de tourner, il continue d'être diffusé. Donc 1975, 2023. Oui, 2023. Pas 2013. Et du coup, oui, bien sûr, en fait, c'est marrant parce que il y a beaucoup de traditions qui sont dans la comédie musicale au théâtre et l'adaptation au cinéma. Et en fait, il y a tout un tas de petites choses. Au début, les personnages, donc Brad et Janet, sont sous la flotte et Janet se protège avec un journal. Et du coup, les gens qui vont voir ce film souvent emmènent leur journal. À ce moment-là, se mettent leur journal sur la tête. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de réactions au film qui sont en fait des réactions souvent aux acteurs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la captation de 2015 que j'ai vue, je l'avais encore jamais vue. C'est drôle parce que tu sens que les acteurs sont parfois au bord du fou rire parce que le public leur répond, leur dit dis ta réplique, dis ta réplique. Et c'est vachement drôle. Mais du coup, ouais, il se passe. Je sais plus, je crois qu'il y a des passages. Il y a dans certains cas des gens qui jettent de l'eau. Ouais, les pistolets à eau, etc. Voilà, Le pistolet à riz. eau, le riz pendant le Mhm. mariage. Je les connais plus, mais c'est beaucoup de réactions aussi parce qu'il y a beaucoup de sous-textes sexuels dans ce film. Et du coup, à chaque fois qu'il y en a, le public un peu répond pour le rendre évident, même s'il est pas très fin comme sous-texte en général.
Et puis il y a tout un tas de compagnies aussi qui se sont créées, qui tournent, enfin qui ont un peu, généralement un peu leur cinéma, leur espace culturel qui fusent le film et sur lesquels ces personnes se produisent devant, aussi devant l'écran, c'est-à-dire que le film passe et devant, bah, les gens rejouent les scènes, etc. Il y a même parfois des petites guerres entre troupes, hein. Je crois aussi au Galant, elle devait faire une semaine sur deux parce que voilà, il y en a qui s'entendaient pas entre eux, donc ils avaient créé deux troupes, plein d'histoires, enfin, c'est des histoires beaucoup plus humaines forcément derrière tout ça. Mais il y a généralement, ouais, j'ai le sentiment, pour avoir croisé beaucoup de gens qui ont eu des phases dans leur vie, notamment théâtrales, où elles ont fait partie, elles voulaient faire partie de ce genre de troupe, monter ce genre de spectacle, et je trouve que c'est un film qui fait partie vraiment de phases de vie, enfin, dans ce lequel on peut se projeter, alors pour la raison pour laquelle je peux pas trop le dire, enfin, le dire, je peux pas, j'en sais rien en fait, mais je trouve que c'est un film qui accompagne pas mal, moi qui m'a beaucoup accompagné en tout cas, qui m'a fait du bien, c'est ce côté libertaire, vraiment, vraiment que j'aime beaucoup, ce côté genre vas-y éclate-toi et voilà. Mais j'ai pas, en fait j'ai jamais plus réfléchi que je suis en train de parler là maintenant, avant ça, même pas avant l'émission. Mais ouais, c'est un peu un film doudou aussi, j'imagine, et qui a traversé les générations, puisque bon, on peut encore voir aujourd'hui des petits loups, des petites loutes de 20 balais qui d'un coup découvrent ce film et vont s'éclater dessus et on va en faire pareil, ils vont écouter la BO, connaître les chansons par cœur, peut-être aller voir une représentation quelque part, avoir un poster, enfin des trucs un peu basiques quoi. Mais voilà, ben, c'est un film qui est plus vieux que moi, plus vieux que toi d'autant plus. Euh, donc ouais, moi je suis content que John Jay à la fin des années 90 ait fait oh c'est quoi ce truc et c'est vraiment ce côté intemporel je trouve qui est assez incroyable en fait. Ben, c'est assez marrant, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est des fois, c'est de le remettre en contexte quand même comme film, parce que aujourd'hui, il passe, bon, bah, c'est un film fun, et ouais, il est quand même très libératoire quand tu le regardes, mais c'est vrai que quand tu y réfléchis, quand il est sorti, l'homosexualité était encore un crime, Mhm. notamment en France, c'est 82, la décriminalisation totale de l'homosexualité. Euh, la transidentité était encore appelée à l'époque justement transsexualisme, c'est resté dans le DSM, donc le, l'ouvrage international de référence sur les troubles psychiatriques, c'est resté dans le DSM jusqu'en 94. Et je sais plus pourquoi je dis ça, évidemment. Tu parles d'époque, Ouais, non, tu parlais des phases. ouais. Bah, je sais pas, c'est marrant parce que du coup, quand on est allé le voir à l'ENS à l'époque, je sais que dans la troupe, il y avait Penny, qui est une amie, et qui, elle, en fait encore des représentations. Mhm. Je Ah oui, pense que je c'est. l'affirme pas, je l'affirme pas à 100%, c'est Mhm. bien sûr, hein. Non, non, mais j'essaie d'y réfléchir en même temps. Ouais, bah, moi, c'est vrai que je pense que bah, je fais du drag, si tu veux, c'est quand même un énorme hommage au drag, ce film. Drag des années 70, donc qui était encore quelque chose de très secret. Là, nous, on a quand même une explosion de la visibilité drag depuis quelques années. De ouf. Même, enfin voilà, RuPaul, je crois qu'on est à 15 saisons, ou plus, non, 16 je crois, mais du coup, ça fait plus de 16 ans, enfin, c'est monstrueux. Mais à l'époque, en 75, enfin, on parle de culture très, très underground, quoi. Oui, Et, vas-y. non, vas-y, non, je t'en prie, Manu. Non, parce que je sais pas ce que j'allais dire. Euh, oui, puis bah, ce que j'écris un peu dans le petit rédactionnel que j'ai fait pour présenter ça sur le site web, il y a aussi un côté très post-68, années 60, hein, la libération sexuelle, bon, c'est pas 68 forcément en France, puisque c'est complètement anglais, mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment ce que ça c'est vraiment des gens qui étaient, enfin, Richard O'Brien me semble, du coup ça pareil je sors de mon chapeau un peu comme ça, a écrit cette pièce qui est un peu une pochette. À la base c'était un peu une blague cette pièce, en gros on va faire un truc autour de la science-fiction mais avec des dragues et en mode vas-y on est libre, on fait ce qu'on veut et on va taper comme ça se faisait beaucoup à l'époque, donc c'était deux trucs, c'était la religion, généralement le catholicisme Et le- le truc enfin les darons quoi, et
Et ça tapait juste là-dessus en mode bah on va se marrer, on va sortir ce truc-là, et ça a cartonné, notamment sur les pièces de théâtre, bah, ça a super tourné, je sais plus combien il y a eu de représentations, mais c'est impressionnant. Puis bah ça a été fini par être produit Encore, par hein. un gros studio, c'est énorme en fait, en disant tiens on va foutre du pognon là-dedans quoi. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment ce côté daté de cette époque des années 70, milieu des années 70, qui font bah on se marre avec cette culture-là et on va taper sur les darons hein, concrètement, et voilà quoi. Mm. Et c'est marrant parce que du coup, on pourra en parler de Richard O'Brien parce que, en fait, finalement, c'est une des choses qui me pose problème avec ce film et avec cette pièce. C'est la personne qui l'a écrite. Et ben, Euh, on va y venir du et- coup, ben, on va arriver à notre question, parce que ben, juste pour dire comment je ah suis ouais. arrivé à ça, pour qu'on commence à partir sur le sujet de cette soirée, là on présente un peu le film, etc. Du coup, moi je me suis posé la question, il y a un an à peu près, puis ça fait vraiment un an que j'ai cette question en tête, enfin ça ne m'empêche pas de dormir, hein, mais elle m'est passée par la tête, et je me suis dit, ouais, est-ce qu'on peut faire ça? Surtout que je touche à un objet qui personnellement est important pour moi. C'est un film, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est très important. Mais, eh ben forcément, comme la société évolue, et Dieu merci, je me suis dit, il y a quand même le film et quelques représentations qui sont un peu, qui sont jugées complètement problématiques aujourd'hui. On a des affaires de consentement, notamment la question tourne autour de vraiment la question du consentement au final, qui est vraiment une des grosses questions de la société aujourd'hui, heureusement. Et je me suis dit, mais en fait, Rocky Picture Show, ok, ça se la joue libertaire, mais on a quand même plein de phases de non-consentement dans ce film qui sont montrées et remontrées, et même si même enfin le clou est carrément ultra enfoncé quoi. Et c'est juste ma question, je me suis dit tiens mais en fait est-ce que le Rocker Picture Show peut-il devenir problématique? Et j'avais rien d'autre, juste ça m'est passé par la tête. Et ma grosse question c'est est-ce que je peux poser cette question? C'était plus ça qui m'a travaillé, est-ce que j'ai le droit de la poser tu vois? Et je suis content que tu sois avec moi Manu, parce que bah ça me fait du bien que tu sois avec moi pour en parler. Et si tu m'avais dit Jal, je la sens pas, je t'aurais fait on n'y va pas quoi. C'était pour moi t'as eu vraiment une validation de on peut discuter de ça. Parce que là j'avais pas parlé avec un autre Jean-Michel Cisjar, etc. Ça m'aurait bien fait chier en vrai quoi. En tout cas voilà. Mais en vrai, c'est hyper important d'essayer de poser un regard critique sur des œuvres aussi cultes et surtout même justement cultes dans des milieux transgressifs, cultes parmi des personnes queer. C'est d'autant plus intéressant de se poser la question. Et notamment cette question de consentement. Bah, on peut s'y lancer. Du Mhm. coup, on est en total. On peut spoiler. Ah de ouf ouais, on le passe après le film pour info d'ailleurs. Oui. Et on le fait suivre de ce Ouais. petit remake que Ouais. tu as. Ouais. Oui je l'ai, c'est bon, ouais j'ai tout. On en parlera du remake. Ouais. Euh, mais ouais, grosse question sur le consentement en fait. Donc en fait, professeur Frankenfurter, déjà ce qui est très intéressant à se poser comme question, c'est le genre de cette personne. Parce que en fait, il est interprété par le professeur Frankenfurter est interprété par un homme, par Tim Curry, plutôt en drague, et en même temps, c'est très genderbender. C'est quelqu'un qui a une apparence assez androgyne et en même temps qui est genré au masculin dans le film, je crois. Quasiment tout le temps, je crois qu'il est Ouais androgyne ouais, c'est quasiment. The Master en plus, enfin Ouais, c'est en plus, ouais. c'est ça. Et en même temps, on parle d'une époque où tous les mots transgenre, non-binarité encore moins, mais n'existaient pas vraiment ou étaient très peu connus. Et justement, dans la chanson d'introduction, et c'est I'm a sweet transvestite from transsexual Transylvania, ça Mhm. pose plein de questions. Parce que transvestite, c'est travesti, euh, qui est, encore une fois, là, on parle de personnes, ça a été écrit par des personnes de la communauté, du coup, qui se réapproprient un peu des mots. Le travestissement, c'était bah voilà, c'était aussi un art, mais c'est l'acte de se déguiser. Mhm. Du coup, c'est quelque chose de, ben, si tu t'arrêtes à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, c'est un homme déguisé en femme. Et en même temps, From Transsexual Transylvania, bon, on apprend plus tard que c'est 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 la la planète. planète. Transylvania, c'est la planète et Transsexual, la galaxie, non? Je crois que c'est ça, ouais, je m'en rappelle Ouais. plus, mais c'est ouais, c'est un truc comme ça en tout cas. Mais c'est vrai que du coup, en fait, ça pose beaucoup la question du genre du personnage. Voilà.
Et donc plus tard, Brad et Janet dorment au manoir. Donc Brad et Janet ne sont pas mariés, sont seulement fiancés, n'ont pas consommé leur union. Euh, et dorment dans des chambres séparées. Et en fait, chacun leur tour, elles vont être dupées par Frankenfurter. Il va se glisser dans leur lit, donc dans le lit de Janet en se faisant passer pour Brad, et dans le lit de Brad en se faisant passer pour Janet. Et en fait, alors c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'en fait dans le film, euh, le... en gros, ça fait un peu des bisous sous la couette, jusqu'à ce que la personne se rende compte que c'est Frankenfurter, et disent «Oh non!» Euh, Dans la version comédie musicale, c'est beaucoup plus explicite. Ah oui. Donc, comédie musicale que j'ai vu produit en 2015, en fait, Frankenfurter est sous la couette en train de faire du sexe oral à la personne jusqu'à ce que la personne se rende compte. Ok. Donc, voilà, sachant que dans cette version de 2015, c'est toujours Richard O'Brien. Richard O'Brien joue toujours dedans. Voilà. Et, euh, et oui, et donc la personne se rend compte, enlève la perruque, arrache la perruque et dit «Ah, mais c'était vous!» Et donc on a deux scènes miroirs qui ont exactement les mêmes dialogues, où à la fois Janet et Brad vont chacun leur tour se faire clairement forcer la main et finir par céder Mhm. et coucher avec le professeur Frankenfurter. Et c'est un peu toute l'ouverture du film, puisque derrière, ben voilà, Janet, ça lui ouvre, elle se dit «Ah mais en fait j'aime le sexe, et du coup il va y avoir d'autres choses.» C'est de là que viennent les péripéties du deuxième acte? Deuxième? Ouais, la deuxième. Oui, c'est ça, la nuit, c'est la fin du premier acte, enfin c'est la transition entre les deux actes, et la deuxième, effectivement, ça part à ce moment-là, ouais. Ouais. Et du coup, en vrai, bah, ce qu'il y a, c'est que la manière dont c'est fait en 1975, moi j'ai un peu un truc où j'ai envie de dire, en même temps c'était 75, on est dans un film qui cherche à choquer. Mhm. Euh, Il y a cette libération sexuelle, et ce truc de dire, ah mais les gens ils ont juste besoin d'être un tout petit peu poussés pour s'apercevoir qu'ils sont pas très hétéros. Et en même temps, enfin de toute façon c'est gênant, mais c'est juste que bah, c'est dans le film, c'est comme ça. Et moi ce qui m'a le plus choqué, c'était au contraire j'ai regardé hier en fait cette captation de 2015 et de me dire en fait en 2015 euh, ce truc a pas forcément été touché et en fait est même encore plus hardcore. Ouais. Enfin clairement. Ouais, c'est clairement, il y a viol avant que. Enfin, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où t'as pas consentement éclairé, tu peux difficilement parler d'autre chose que de viol. Enfin, tu Mhm. crois que c'est une personne et en fait, c'en est une autre. C'est pas comme ça qu'est né Merlin. Pardon, je digresse. Désolé. Euh, Ce qu'il y a, c'est que c'est dans le film. Enfin, du coup, ce truc est gênant. Pour moi, clairement gênant. Et quand je vois cette scène à chaque fois dans le film, je suis un peu genre. Ouais. Euh, et je passe un peu outre. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'autres choses qui valent le coup dans le film. Il y a aussi le fait que le personnage de Frankenfurter, il est pas décrit comme un personnage recommandable. Euh, Oui, c'est un peu le bad guy du film, d'une certaine manière, quoi. ben Le oui, bad guy charismatique du film. mais et du coup c'est ça. C'est pas quelqu'un de recommandable et en même temps charismatique, magnétique. Le film finit, c'est un peu un hommage à Frankenfurter. Mhm. Bah, Du c'est coup, cette fin de la mort de Frankenfurter près de la station RKO qui représentait vraiment le... Ah bah, là, notre fils qui t'arrive. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Manu est la maman de Tofu. La maman originelle de Tofu, donc que j'ai récupéré il y a quelques années. Mais Tofu... Vas-y, dis deux mots sur Tofu pendant que j'ouvre la porte. surtout, c'est un râleur, mais il est mignon. Bon, bah voilà, je suis la maman originale de Tofu. Tofu qui est né en 2009. Et du coup, que Tofu qui a dû trouver une nouvelle maison quand je suis parti en voyage en 2016. Et qui malheureusement a eu du mal à s'accommoder à la plupart de ses maisons jusqu'à ce que Jal, Papa Jal, prenne Tofu sous son aile à l'Amazing Peacock Ma et petite qu'ils maison. ne veulent plus le laisser partir. Voilà, bah, mine de rien, c'est que j'aurais pu te présenter comme ça parce que, je l'ai déjà dit 20 fois, Tofu est star de Twitch maintenant. Et Je sais. donc voilà, bah, t'es la mère originelle du tofu, quoi.
C'est Manu qui l'a choisi, c'est Manu qui l'a vu, qui a plein d'anecdotes, etc. quoi. C'est ça, Tofu Origin Story, exactement. Voilà. Mais j'y ai même pas pensé, tu vois. C'est alors que en plus, je voulais trop le faire. Bon, bref, ça m'est sorti de la tête le stress du live. Ouais, voilà, non mais. Et puis on parle de la première fois que Tofu a été perdu, c'était toi. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Alors, et t'étais pas encore son papa. Non, du tout. Ouais, j'aurais jamais pensé que je l'étais parce que quand j'ai connu et qu'il était chez toi, je croyais vraiment que c'est le chat le plus con du monde. Je pense toujours que c'est le chat le plus con du monde, mais je l'aime très fort maintenant. Non mais en fait, surtout dès qu'il a un extérieur, tout va mieux. Oui, c'est ça. Bah, mais non, il peut, c'est ça, il peut sortir, On va revenir, l'exploiter. etc. Il est content, ouais. Mm. C'est un explorateur. C'est Exploto. Donc, j'espère que tous les modérateurs vous lèverez votre épée pour la mère de Tofu, comme parce quand ils sont modérateurs, ils ont une petite épée derrière devant leur pseudo, et c'est l'épée qui lève pour donner gloire et aimer Tofu et protéger Tofu contre tous les dangers du monde. Donc voilà. Donc les modérateurs, n'hésitez pas à lever votre épée pour Tata Manulida, mère de Tofu, Origin Story, effectivement. Coucou Maravega. Hmm. Et t'as ta là qui va se courir parce qu'en fait, il fait T'as froid dans froid, ce ouais? match. J'ai décidé d'être sexy, mais j'ai froid. Hop là, voilà. Je mets un petit truc discret. Ah oui. Bon, la parenthèse tofu étant faite, on peut reprendre. On en était, les scènes et on parle. Oui, moi j'en étais en train de parler du fait que à la fin, on avait une représentation de Frankenfurter qui monte sur cette antenne de la RKO et qui meurt, et qui aussi donc, bah, en fait, qui est présenté comme un monstre qui meurt à l'ancienne, comme les King Kong, comme la plupart des bestioles qui montaient sur un truc avant de se faire abattre. Et on se retrouve un peu dans le même ça donc en fait, mais comme généralement ça se passe sur le genre de film, la science-fiction à papa que décrit ce film, enfin parodie ce film, bah, le monstre est le monstre pendant tout le film et quand il meurt à la fin d'un coup on a un petit pincement au cœur qui est révélé à ce moment-là. Et donc oui, Frankenfurter à la mort d'un monstre de type Hammer, RKO, etc. Enfin tous ces vieux films à l'ancienne, vraiment la science-fiction à l'ancienne pure et dure quoi. Mais c'est vrai, bah, de toute façon, rien que la chanson d'introduction, qui est donc Science Fiction Double Feature, fait Mhm. un hommage déjà à ça, à toute cette ESF. Et du coup, film problématique ou pas, est-ce que toi, vraiment pour répondre à la question de manière extrêmement basique, est-ce que tu penses que le Rocky Horror Picture Show est ou peut devenir problématique? J'ai pas, honnêtement, j'ai pas de réponse, tu vois. Je me suis un peu tout refait et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, donc j'ai re-regardé le film. J'ai re-regardé donc le remake de 2016 et j'ai regardé une capta de 2015 de la comédie musicale. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a cette scène, honnêtement, cette scène dans le film de 75 qui est vraiment gênante dans le sens où en plus c'est un ressort comique. Et pour moi, en soi, ça pourrait faire partie du film, tu vois. Et tu te dis, ben oui, bah, ça fait partie du film. C'est pas ce que je préfère dans ce film. Il y a plein d'autres choses qui sont importantes pour moi dans ce film et je continue comme ça. Sauf qu'en fait, c'est un film qui a une fanbase qui est énorme. Et justement, là, en regardant, en fait, toutes les interactions que tu as quand tu as des troupes qui se produisent ou quand les gens vont le voir au ciné, tu as à peu près les mêmes en comédie musicale, donc qui continue de tourner. Et en fait, ce qui m'a vachement gêné en regardant cette captation de 2015, c'est de m'apercevoir que pendant cette scène de viol, donc qui arrive deux fois, les gens sont morts de rire dans la salle. Ah ouais. Ouais, ouais, les gens sont morts de rire. Et après, c'est vrai que c'est un peu. Enfin voilà, tu te dis, bon, bah, en fait, ce qui me fait bizarre, c'est que ce soit toujours produit exactement de la même manière. Qu'il n'y ait pas eu de questionnement dessus 50 ans après.
Est-ce Euh, que c'est le côté culte du film qui le rend intouchable? Parce qu'il peut arriver, parce que ben, le temps passe, les générations passent, etc. Et donc ça devient une espèce de tradition quasi intouchable. Bon, on a eu un commentaire un peu rigolo sur, enfin pas rigolo, mais qui m'a fait rire sur Instagram de Rurik Salé qui disait: Mon Dieu, si on pose cette question aujourd'hui, c'est vraiment que l'être humain mérite plus de vivre. Enfin, je sais plus trop quoi. Enfin, et c'est ce qui m'a fait rire, hein, vraiment du plus haut. En mode, ah, ok. Et bah, moi, je pense toujours qu'on doit toujours poser des questions. Enfin, et que la réponse peut être non. En fait, on peut dire bah non, le Rocket Peter Shaw oui, peut ne pas devenir problématique, etc. Mais au moins discutons-en. Ça fait une chouette discussion qu'on passe ensemble, même à nu, je suis content. Euh, ne serait-ce que pour cette valeur-là. Euh, du coup, toi, pour avoir fouillé un petit peu plus, vu qu'on a discuté un petit peu, c'est justement Richard O'Brien, que je sache, ça t'en sais plus que moi, n'avait pas enfin, n'est pas transsexuel, ne semble pas, ça tu sais plus que moi, se trimballer dans des milieux trans, alors, etc. Donc c'est marrant ce choix de. J'ai l'impression, ces sentiments, avant que tu répondes vraiment sur le personnage, que en fait il s'est juste amusé à prendre la figure du trans, du travesti ou du transsexuel pour faire une pochade, enfin une espèce de film blague autour de tout ça, en disant ah bah, il me faut un personnage un peu foufou, je vais faire un Frankenstein, enfin professeur sur Frankenstein mais en mode transsexuel et puis c'est visuel, etc. Sans peut-être voir trop les implications que ça pouvait avoir à la fois sur le moment. On ne sait pas comment a pris la communauté trans ce film, enfin ça dévoile plein de questions dont j'ai aucune idée, vraiment je suis naïf Jal quoi. eh ben déjà, il y a 10 ans maintenant, Richard Transgenre, O'Brien pardon. a fait un coming out en disant que que c'était une personne du troisième sexe. Donc Ok. Richard O'Brien utilise le pronom il, n'utilise pas le mot non-binaire, utilise le mot troisième sexe. Du coup, c'est assez. Enfin voilà, en fait, je me souviens d'avoir vu ces news en 2013 et de m'être dit, ah bah c'est marrant, en fait, bon bah voilà, effectivement, tout le monde pensait que c'était un homme cis qui avait fait ça. Finalement, c'est une personne du coup concernée, sauf que il y a eu des retournements de situation depuis. Mhm. C'est-à-dire que Richard O'Brien a fait des déclarations. euh, alors, on va les reprendre dans l'ordre. Je vais essayer de me rappeler tout. En gros, sa première déclaration, c'était en parlant justement de transidentité. Mais en gros, c'est un peu rangé du côté de J.K. Rowling. Ah oh. Euh, ouais. En disant que les femmes trans qui font des opérations se mutilaient et que elles ne seraient jamais des femmes naturelles. Suite à quoi, il s'est pris évidemment une espèce de volée de bois vert de la part de la communauté et un backlash énorme de la part de la communauté trans. euh, parce que Twitter et les internets et voilà 2013 2015 c'était ça je crois. Et du coup il a un peu essayé de se raccrocher aux branches en disant mais de toute façon les gens déforment forcément ce que j'essaye de dire. Je veux juste dire que, en gros, vous devriez être heureux dans votre corps, vous êtes valide, vous vivez comme vous voulez, machin, mais vous serez jamais des femmes naturelles. Et du coup, ça fait un truc hyper étrange autour de cette personne qui, du coup, continue de faire tourner ce spectacle, de jouer dedans, de le mettre en scène, le spectacle qui n'a pas changé. Et du coup, c'est pour ça que je disais, quand on va parler de Richard O'Brien, ça va être drôle parce qu'en fait, pour un truc, justement, une œuvre qui faisait vachement libération sexuelle et machin et tout dans les années 70, maintenant il se comporte comme un gros boomer. C'est ça. Après, il y a vraiment le truc, le côté culte, où je peux comprendre. D'ailleurs, je voulais faire un petit pont tout à l'heure quand tu disais on n'y touche pas parce que c'est culte. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, la version que j'ai vue, la capta que j'ai vue en 2015, donc c'est sur scène, ce sont les costumes du film. Enfin, vraiment, tu sens qu'effectivement, il y a une espèce de mythe autour et que ça le fait sûrement manger. Euh, mais oui, du coup, c'est ça, pour moi, c'est ça le truc le plus malaisant, c'est qu'en fait, effectivement, dans les versions en comédie musicale, dans le film, ce sont des hommes qui jouent Frankenfurter, les hommes cis. Et c'est communément un homme cis qui joue Frankenfurter. Alors qu'en fait, ça pourrait être une super exploration du genre, en fait. Qui m'amène au remake de 2016.
Oui, c'est parce que donc objet intouchable, intouché éventuellement, enfin ça, on n'en sait rien en vrai. Mais ils ont quand même fait donc une suite que je n'ai pas vue, j'ai pas eu le temps de la voir, Maya Manu, je suis désolé. Pas grave. Et bah c'est très marrant parce qu'au début, cette suite, enfin non, c'est pas une suite, c'est un remake. Franchement, c'est un remake. C'est pas les mêmes décors, mais et c'est pas exactement les mêmes plans et il y a des ajouts. Et justement, c'est ça que je me suis dit au début quand je l'ai regardé. Pardon. Je me suis dit ouais, vraiment ils essayent de coller au maximum. Et ensuite j'ai vu la comédie musicale et je me suis dit en fait non, la comédie musicale est vraiment sur scène la même chose que le film de 75. Et en fait le film de 2016 essaye des choses, notamment le rôle de Frankenfurter qui est joué par une femme trans. Ok. Voilà, qui est joué par Laverne Cox, donc qui est connue pour son rôle dans Orange is the New Black. Mhm. Donc une femme trans noire en plus, donc quand on sait que la scène drague doit énormément en fait, pour faire un petit peu de d'historique queer, en fait le drag et les scènes drag sont apparues à la suite de ce qu'on appelait les balls dans les années 70-80 à New York, qui sont répandus un peu partout, qui étaient en fait des lieux de rencontre pour les personnes queer noires, ou enfin en tout cas des personnes non blanches, dans New York, souvent tous les samedis, trouver des lieux un peu désaffectés ou pas, et des grandes fêtes avec des concours en fait. Et c'était des choses qui ont été initiées par les femmes trans. Donc il y avait des concours de c'est ta première fois à un ball, tu peux danser, tu concours pour le meilleur costume. Enfin, je l'ultra simplifie, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de codes que ça. Si vous avez envie, je vous invite à regarder la série Pose, Pose, qui parle beaucoup de ça. Mais du coup, en fait, voilà, il y a beaucoup, en fait, dans le milieu queer, il y a beaucoup de choses qu'on doit aux femmes trans noires, parce qu'il y a eu beaucoup de récupération de codes. Et justement, ah oui, ça y est, je suis désolé, j'arrivais pas à reboucler sur où j'allais. Le fait que ce soit une meuf trans noire qui reprenne le rôle de Frankenfurter, je trouve que c'est assez intéressant. euh, Notamment parce que les chansons n'ont pas été adaptées, pas changées. Dans Sweet Transvestite, elle chante By the light of day, I'm not much of a man, Ouais. but by night, I'm a lover, a pretty. Voilà, je sais plus. Mais bref. Et du coup, elle utilise le mot man, ce qui pourrait poser des questions. Mais qui, du coup, en fait, je trouve, un truc intéressant à faire dans l'exploration du genre et qui, je trouve, va un peu plus loin que dans juste de l'esthétique qui est ce qu'on pourrait trouver au film de 75. T'en as pensé quoi donc du coup toi globalement de ce remake? Tu as passé un bon moment? Tu l'as trouvé aussi bon, moins bon, équivalent? Enfin tu vois, quelle est ta météo personnelle par rapport à ce Et remake? là, ma météo personnelle, elle a un peu changé parce que je l'ai regardé avant d'avoir regardé l'original et la comédie musicale. Et la première fois, je me suis dit, c'est un peu plat. Mhm, C'est un peu plat, c'est très américain surtout, parce que du coup, à la base, c'est anglais, mhm. le Rocky Horror Show et le Rocky Horror Picture Show. Et du coup, là, c'est très américain. Riff Raff, moi, c'est un truc qui m'a fait sourire. Riff Raff est joué par Riff Carney. Donc, Riff Carney, qui est genre un, un mannequin beau gosse. Enfin, il a joué dans des clips de Taylor Swift. Donc vraiment, ils l'ont un peu amochi, mais tout en montrant qu'il est quand même hyper beau gosse. C'est assez mignon en fait comme remake, parce que ils ont essayé de faire de la mise en abîme qui est des fois un peu genre gênante, mais où en fait l'introduction science fiction, en gros, te montre que tu es dans un cinéma et tu as des gens qui viennent voir le Rocky Horror Picture Show. Donc t'as une espèce de mise en abîme comme ça, qui est assez rigolote, des fois un peu moins. Des fois, tu sens que les figurants, ils vont à fond, que ça leur fait plaisir et ça, c'est cool. Euh, mais du coup, au début, je me disais, ouais, ben, c'est un peu plat, c'est un peu lisse.
surtout, voilà, tout le monde est hyper beau, alors que dans l'original, il y avait un peu plus de transgression, de choc, quoi. Là, tu Mhm. sens plus, bah, c'est 2016, c'est la culture paillette, ça marche bien, on tente ça. Et en même temps, après avoir vu la captation de 2015, je me suis dit, bah, en fait, en même temps, ça ose beaucoup plus que n'ose la comédie musicale qui reste inchangée depuis 50 ans, quoi. En tout cas, c'est un remake qui a fait très peu parler de lui, je trouve, à sa sortie, puisque c'est toi qui me l'as appris à un moment, en me disant, mais il y a un remake. J'avais entendu ça, mais j'ai cru entendre une époque qu'il y avait un projet de remake, je l'ai pas vu sortir, j'ai pas fait gaffe, j'ai rien suivi. Après, c'est pas comme si j'avais un suivi quotidien de ce qui se passe autour du Rocky Horror Picture Show. Mais ouais, je trouve que ça a été enfin, c'est une indifférence assez totale. Je sais pas si dans le chat, n'hésitez pas, si vous l'avez vu, vous avez un petit retour, n'hésitez pas à dire un petit mot, une opinion, ou votre histoire par rapport à ça. Mais ouais, je trouve que c'est un non-événement, et c'est très étonnant, justement. Ça aurait pu être même un événement parce que ben tout le monde le déteste, mais là c'est vraiment tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, vraiment, quoi. Et je n'explique pas ce truc, je l'avais pas vu quand il est sorti, je l'ai vu quelques années après. Mais en fait, déjà, ça s'explique parce que c'est un téléfilm, Ok. mec. Et je pense que c'est vraiment. C'est une prod Netflix du coup, ça. Ou Je non, crois ouais. que c'est. Ouais. Je suis plus sûr. Ça, c'est à vérifier. Bah, Euh, si vous voulez le découvrir, pour répondre dans le chat, vous le verrez juste après Rocker Picture Show ce soir, hein. Vous restez là du coup. ouais. Faudrait revérifier. On regardera. Je suis pas sûr. Mhm. Je sais plus si c'est Netflix ou quoi, mais en tout cas, ce Ouais. que j'avais lu, c'était téléfilm. Et effectivement, je pense qu'il a fait un bid. En fait, je pense que ça fait partie des trucs où l'original est tellement sacré Mhm. que du coup, en fait, ça a dû faire un bid. Et même pour le trouver, moi, pour le regarder, pour le pirater, oups, c'était vraiment galère en fait. Enfin, Ouais, c'est comme si honnêtement, c'est comme si quand tu- l'univers voulait qu'il n'existe pas ce film, c'est marrant, ouais, hein. et en fait, je me suis aperçu que j'en avais entendu parler avant qu'il sorte sur les réseaux sociaux, notamment de Laverne Cox et de Riff Carney que je suivais. Et en fait, après la sortie, j'en ai plus entendu parler. Et je pense que ça a été complètement foutu sous le tapis en mode bon, bah c'est un bide, tout le monde s'en fout de notre truc, n'en parlons plus quoi. Ouais. Après, C'est une théorie. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose ou quoi. Parce que, en tout cas, même si c'est une prod Netflix, il est pas sur Netflix. ah ouais, je croyais qu'il était dessus. Non, je l'ai Non. cherché, je l'ai pas Ah ok, trouvé. d'accord. Mais Je sais pas. je vais vérifier l'info tout de suite. On est à un niveau d'indifférence. Je suis à un niveau d'indifférence au point où je crois même le voir des endroits où il n'est pas et il n'est pas les endroits où je voudrais le voir. C'est très intéressant. Alors, attends, Let's to Film 2016. Blablabla. Bande originale. Non, mais attends, mais il a eu des. Ouais, non, mais je sais pas ce que c'est le GLAD en même temps. Il y a eu une nomination meilleur téléfilm ou mini-série. Ok. Ah, c'est Ta. peut-être aux intergalactiques en fait. Ah oui, c'est vrai. On a donné des prix. Non, je rigole. Je rigole. On parle du remake de Rocker Picture Show, Morgan Star. Écoute, ils disent diffusé le 20 octobre 2016 sur le réseau Fox. Ah ouais. Donc peut-être qu'il est passé une fois à la télé, quoi. Ok. Ouais, donc ça dit vraiment rien à personne, quoi. Hmm. Mais du coup, justement, moi je suis assez contente qu'on le passe après l'original ce soir. Parce que justement, ça permettrait de savoir un peu ce que les autres en pensent. Parce que Ouais. finalement, je le trouve moins inintéressant que la première fois que je l'ai regardé. Est-ce que toi, tu sais, même si tu n'es pas ambassadrice, hein, forcément de la communauté trans, etc., s'il y a des retours par rapport à ça, par rapport à ce film? Bah non, de toute façon, personne n'a entendu parler, du coup, un peu compliqué, ouais. Enfin, vraiment, non. Euh, Après, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, par rapport au film à l'original, le 75, je crois qu'il y a quand même un truc de. Ça a été très libératoire pour beaucoup de gens, en fait. Ça a été un éveil queer pour beaucoup de personnes et trans, enfin voilà. Hum, Ouah, j'ai perdu la fin de ma phrase. Bonsoir. T'es à la maison, Ouais, Manu, prends ton temps. oui, c'est ça.
Non, mais je sais plus où j'allais. J'ai perdu mon On idée. En parle tout de la cas, communauté trans, tu étais parti sur sur ce 75, que ça avait veillé à la communauté trans, oui, et... ça a créé pas mal d'éveil. Et après, effectivement, il y a toujours cette question que moi, j'ai pas élucidé de savoir comment ça avait pu être reçu. Et aussi, je trouve qu'il y a une forme de fétichisation de la transidentité, justement par le fait que d'utiliser comme ça les mots. Alors après, c'est marrant parce que le terme transsexuel, c'est donc, pour petite historique du terme, hein, jusqu'à Mhm. 84, c'était un diagnostic psychiatrique, Ok. le terme transsexuel. Euh, et c'est pour ça que les termes plutôt transgenres sont apparus. Cela dit, comme beaucoup de choses en fait, quand tu es opprimé avec un terme, en fait, souvent il y a une réappropriation. Que ce soit le mot tapette qu'on m'a dit toute mon enfance, maintenant je le crie en manif. Euh, des trucs comme ça. Et du coup, il y a des personnes trans. Alors, c'est loin je sais que c'est pas du tout toute la communauté, parce que le mot est lourd de sens. Parce qu'en fait, il y a des gens dont les vies ont été brisées à cause de ça, à cause de ce genre de diagnostic. Mais il y a des personnes qui se réapproprient le mot transsexuel. Mais c'est vrai que du coup, chanté par un homme cis hétéro en 1975, quand c'était encore un terme psychiatrique, ça, ça pose plus de questions. Ah, ça Et en, revient. Vas-y, pardon? vas-y, Manu, je t'en prie, fini. J'allais dire, et en même temps, parler des choses et les montrer justement comme. Alors, certes, c'est un peu un monstre, comme on disait tout à l'heure, Frankenfurter, et en même temps, c'est aussi un personnage extrêmement charismatique, je pense que quand je vois ce film, je me dis aussi, c'est un film qui est fier de pas mal de choses, et qui montre pas ça comme un trouble, justement, alors que c'était à l'époque un trouble, considéré comme un trouble. Moi, l'idée que je commence à m'en faire avec la discussion, les éclairages que tu m'apportes, donc je construis ma pensée autour de ça actuellement, c'est que j'ai le sentiment que Richard Bryan a en fait pris des esthétiques de vocabulaire, le mot transsexuel ou trans, etc. On a fait un peu de jeux de mots, une espèce je garde le mot pochade, je suis désolé, j'arrive pas à en sortir, enfin de blague quoi. Et a pris aussi des esthétiques vestimentaires, puisque, Mhm. pareil, question ouverte et extrêmement naïve, hein, mais est-ce que de représenter une personne transgenre à l'écran, mais qui va forcément être dévergondée en barésie et vouloir toujours chanter, etc., et voir du cul tout le temps, et pas être sur le consentement en disant mais je suis libre et libertaire donc ça me fait du bien, etc., est-ce que c'est une bonne représentation de ça, alors que ça peut, ben, de nature des personnes, et pareil, je m'avance pas, en souffrance par rapport à ces questions, notamment à cette époque. Et que c'est pas une Mhm. espèce d'esthétique, un peu une espèce de. On va prendre le vernis de transgenre, transsexualité, etc., pour créer un peu cet univers. C'est ce qui me vient de plus en plus, en fait. Alors, je dis pas que ça rend la chose problématique, mais ça lui donne peut-être moins de fond qu'on peut éventuellement l'imaginer. Bien sûr, si c'est un film qui a fait du bien à des gens, tant mieux, à des personnes, super. Très bien, chouette, mais je me rends pas compte à quel point c'est quelque chose qui peut lui être éventuellement reproché ou pas. Et ben en fait, c'est tout le fond de la question et je crois que j'ai pas forcément de réponse non plus, même en tant que personne concernée, parce qu'il y a cette balance entre le bien que ça a pu faire et en fait c'était aussi, enfin oui, c'était libertaire, c'était des choses qui n'étaient pas représentées. En fait, c'est surtout ça. C'est en tout cas au cinéma, c'était pas tant représenté que ça. Euh, mais oui, ça pose toujours la question Bah, en ça, fait. ça peut cristalliser les personnes transgenres dans une espèce d'esthétique du genre, et ben ça va être une personne en barésie, tout le temps faux folle, et et alors que ben c'est juste des personnes normales, enfin normales qui font leur vie, qui peuvent aussi, enfin juste Mhm. s'habiller comme elles le sont, enfin on s'en fout en vrai. Et peut-être gonner justement ce côté un petit peu boomer en mode ah t'es une personne transgenre donc tu vois tu grave te la donner et qu'est-ce que tu portes sous ton jean, tu vois, j'ai n'importe quoi. Et peut-être éventuellement, et pareil je fais que formuler des questions très bêtes, hein, c'est un terrain sur lequel en plus que moi en tant que personne cisgenre, non racisée, valide tout ça,
Et ben, faut faire très attention quand j'ouvre ma gueule. Donc, mais c'est un sentiment que ça me donne et que ça peut aussi, alors autant ça peut éventuellement faire du bien. Pareil, je continue, je prends mon passette de ouf. Peut vraiment éventuellement faire du bien à des personnes transgenres qui s'éclatent dans ce film parce que ça fait du bien, enfin, etc. Mais aussi donner une image, on va dire entre guillemets, au grand public, pour l'appeler comme ça, très emprisonnant aussi, parce que parfois, une personne transgenre, elle fume sa clope, elle fait sa vie, et puis elle est tranquille, et puis elle marche dans la rue, et puis elle veut pas. Enfin, bref, c'est une question. Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse, parce que je pense que Non, c'est mais du cas par cas. je pense que j'ai pas forcément la réponse, mais que c'est le nerf de toute la question qu'on se pose enfin, par rapport à ce film, c'est son statut de culte dans une culture populaire qui n'est pas une culture populaire queer en fait. C'est un film qui est clairement passé dans la culture de mainstream en fait. Il y a énormément de fans du Rocky qui sont des personnes qui sont enfin, pas trans, pas homo, mais qui adorent ce film. Mais c'est vrai que du coup, en tout cas, ça fait une image d'Épinal, ça fait un archétype Mhm. de la qui est l'archétype de la grande folle. Et les archétypes, ça fait du bien et du mal. Voilà, je pense, c'est ça qui me fait, enfin, tu vois, c'est comme je disais, de voir qu'en 2015, les représentations sont inchangées. Je peux pas dire pour 2020, pour les années 2020 parce que j'ai vu les Attack de 2015. Mais de voir que du coup, ce truc reste un monstre sacré alors qu'il y a des choses critiquables dedans, et que ça continue de faire, enfin, de rentrer à guichet fermé, enfin, ça pose plus question, moi, que le film en lui-même. De me dire, en fait, que les gens se posent pas forcément la question. Mais oui, en plus, c'est toute la question de ce qu'on appelle le cis-gaze. Euh, Qu'est-ce donc le cis gaze? le cis-gaze, c'est un peu comme quand on parle du male gaze au cinéma ou dans l'image, qui est donc une vue des réals, principalement hommes, sur les femmes. Là, le cis-gaze, donc c'est les réals cis, donc cisgenres, qui, en fait, il y a deux types de personnes trans qui sont représentées dans le cinéma. C'est les personnes trans qui souffrent à cause de leur transition et de leur transidentité, et les grandes folles. Ok. Voilà. Et ça, c'est un peu le fantasme, et c'est là voilà, c'est le fantasme un peu bah ouais, en fait, oh là là, ah, mais t'es pas né dans le bon corps, tous ces termes-là, t'es une femme dans un corps d'homme, ces films qui sont faits avec des hommes cis qui jouent des femmes trans, alors qu'il y a des actrices trans qui crèvent la dalle. Euh, ouais, non, c'est un vrai souci. Et le truc après, c'est que on parle de 1975 et que je pense que faire ça en 1975, faire ce film, c'est quand même pas tout à fait la même chose parce que euh, c'est s'exposer à une carrière. Bah là, ça a marché, tu vois. En l'occurrence, Richard O'Brien continue de tourner avec son truc, mais, euh, mais en fait, c'est aussi potentiellement s'exposer. D'ailleurs, c'est Tim Curry qui était en flip d'avoir détruit sa carrière Ah ouais. à cause de ce film. Bah ouais, parce qu'en fait, effectivement, tu sors dans un film de la Fox en mettant un homme en barésie et tout, c'est quand même prendre un risque à l'époque de représenter quelque chose qui choquait, qui était bah, même criminel, officiellement. Mhm. Euh, Même si c'est une époque où les mentalités changeaient, effectivement, mais ça reste quand même. Je pense, c'est pour ça que je pense que je peux pas non plus complètement dire, bah c'est juste un vernis, c'est juste un machin, parce qu'en fait, je pense que ça demandait quand même une prise de risque de le faire. Ok. Je sens que c'est une réponse compliquée à une question simple qui va être encore plus compliquée parce que je pense qu'on n'aura pas tant de réponses au final à donner un peu ferme. Ça, cette Ah non, question de mais toute moi, la façon. raison pour laquelle j'ai accepté la discussion, c'est parce que j'ai pas de réponse.
Non, mais c'était pour poser un peu des éléments là. Ouais, non, mais moi, ce film, je l'aime bien, mais il y a des trucs qui me posent problème dedans. Et en Mhm. même temps, du coup, avec les recherches que j'ai faites pour cette conversation, ce qui me pose problème, c'est pas tant ce qu'il y a dans le film, mais c'est ce que c'est aujourd'hui, en fait. Mhm. Ce que c'est 50 ans après, ce truc culte qu'on ne peut pas questionner. Et c'est ce qu'on fait pourtant. Et oui, parce que nous, on prend des risques. C'est ça. S'il y a des questions dans le chat, je sais pas combien de temps on va trop tenir là-dessus. Voilà, parce que les discussions sont toutes à dimension variable, ça va de soi. Ma Manu, si tu as quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui te fait que j'ai pas pensé à te poser, que t'avais on discuté en disant tiens, faudrait qu'on parle de ça, n'hésite pas. Ah bah, Hum. en vrai, il y a tout un sujet dont on n'a pas parlé Ouais. dans Horror Picture Show. C'est le côté un peu freak show. Avec les personnages de Riff Raff et de Magenta. Et même toute Et l'assemblée qu'il y a quand ils font Time Warp aussi, qui sont tous des freaks, ils sont tous habillés en mode un peu dandy, zarb, et qui sont ouais, ultra. Qui ouais, sont. ils sont bizarres, mais ils sont moins freaks, tu vois, Oui. que vraiment le sens premier du freak show de personnes avec des anormalités. Euh, et moi, ça fait partie des choses aussi, pareil, c'est dans le validisme, les représentations ah bah on a besoin de rendre un personnage un peu mystérieux et antipathique, et ben on va le rendre bossu. Euh, Et puis, on va lui faire une voix comme ça. Et, euh, et c'est un code ultra éculé, clairement, mais en même temps qui peut poser question. Mhm. Qui, Riff Raff, qui de toute façon un descendant de Igor, de Igor, des films de Frankenstein, qui est vraiment une parodie forcément de ça. Euh, J'ai une petite question, tu vois, si j'aurais pas trop quoi te répondre, ma Manu, mais Zico Toto pose une question qui a un peu rien à voir avec le film et qui élargit un peu, on va dire, les horizons. Et Priscilla, folle du désert, t'en penses quoi, Tata? Eh ben, pareil, en fait. Alors, non, pareil, non, je pense pas pareil. Priscilla Folle du désert, je l'aime beaucoup. Je le trouve chouette ce film. Je le trouve hyper beau. Euh, Hugo Weaving, incroyable, je trouve, dans ce film. Mais effectivement, encore une fois, bah, après, est-ce qu'on excuse tout par rapport à l'époque où c'est sorti? Mais on a une femme trans qui est jouée par un homme cis. Et en même temps, enfin, pour le coup, je trouve que c'est un personnage de femme trans qui est intéressant et qui n'est pas essentialisé par ça, qui n'est pas ramené à ah mon Dieu, tu vas souffrir. Ça montre un peu le quotidien. Enfin, ça montre un peu. Enfin voilà, on la voit prendre ses hormones, ses petites pilules rouges. Coucou les sœurs Wachowski et Matrix. Euh, on la voit prendre ses petites pilules rouges et en même temps, elle vit une histoire d'amour avec un mec. En plus, c'est une personne plus âgée. Je crois non, 50-60, quelque chose comme ça. Et, euh, et elle vit une histoire d'amour avec un mec qui se pose pas la question, qui sait que c'est une meuf trans. Et juste, c'est représenté, bah, en fait, ouais, les choses, justement, moi, ce que j'aime bien dedans, ce qui est représenté, c'est que, bah, en fait, c'est pas forcément de la souffrance d'être une personne trans. Et il peut y avoir des gens qui nous aiment comme ça, sans se poser la question, parce qu'on est des personnes. Et une des questions donc, qui déboule de ça, qui découle, découle de ça, et qui est revenue quelques fois lors de notre discussion, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2023, les acteurs trans et actrices trans sont plus mis à contribution pour ces représentations ou est-ce que ça n'a pas encore trop bougé? Ça bouge, ça bouge. On va dire que ça bouge, mais c'est, c'est un peu lent parce qu'en fait, c'est comme toutes les évolutions, je trouve, ces derniers, enfin, depuis que je suis militante, à chaque fois que tu fais avancer un truc et que tu avances un truc dans l'opinion publique, en fait, ça repousse tellement fort parce que on crie au wokisme. Enfin, la première réponse qu'il va y avoir justement sur ces représentations, c'est de dire ah ben le métier d'acteur, le but c'est de pouvoir tout jouer, Ouais. ça s'appelle acteur et tout.
et qui sont, je trouve, des réponses extrêmement hypocrites, hein, parce qu'en fait, oui, ben peut-être que c'est le métier de pouvoir tout jouer, mais en fait, tu ne connaîtras jamais le vrai vécu d'une femme trans, même si je sais que c'est, comment il s'appelle? Ah, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Les Animaux Fantastiques là? Oh, pff, moi, les noms d'acteurs. Comme Eddie ça. Redmayne. Hmm. Eddie Redmayne qui a joué dans le film The Danish Girl. The Danish Girl qui a dû sortir en 2014, 2015, un truc comme ça. Pareil, parle de l'histoire vraie d'une femme trans, et je crois dans les années 20, donc on remonte bien loin. Mais un film très cis-gaze, par sa souffrance, machin. Et joué du coup par un homme cis. Et donc lui, il avait un peu fait ce truc d'aller se promener un peu sur des boulevards en robe. Et alors certes, tu vas vivre cette expérience géniale qui est le harcèlement de rue, d'avoir peur pour ta sécurité. Et encore, je sais pas que dans quelles circonstances il l'avait fait. Je sais qu'il disait qu'il l'avait fait. Ce qui est intéressant, c'est que Eddie Redmayne, il a fait une déclaration l'an dernier, je crois, en disant qu'aujourd'hui, il ne le ferait pas de faire le film, Ok. en fait. Qu'aujourd'hui, avec ce qu'il sait, plus, je pense, étant un peu sous le feu des projecteurs, parce qu'il joue dans la franchise Harry Potter quand même. Mhm. Euh, Étant un peu sous le feu des projecteurs, il a quand même fait des déclarations en disant que en fait, c'était pas sa place et il ne jouerait plus de rôle de femme trans. Mais je pense que c'est des choses qui, ouais, il y a une telle radicalisation des discours côté turf, côté transphobe, extrême droite, ou même juste droite en fait, que ça devient, c'est considéré quand on dit bah en fait il y a des actrices ou des acteurs trans qui sont discriminés, qui ont moins accès au travail, et vous faites des rôles de personnages trans que vous faites jouer par des personnes cis qui sont donc moins discriminées de ce point de vue-là. euh, Tout de suite c'est les levées de bouclier quoi. Ouais. Nanana. Alors voilà, j'ai une longue, désolé, je disais j'ai un long commentaire, on va tenter de spoofer. Perso, ma fille est un garçon, hormones, trossoplaste, et je suis bien content qu'il soit né récemment, car à mon époque, il aurait beaucoup plus souffert, mais le regard n'est pas le même envers les femmes hommes que des hommes femmes. Oula. Et ces filles qui ne se sentent pas dans le bon corps, n'est pas... Oula. Ta question est un peu tarabiscotée. Est-ce que Tata a une idée pourquoi et quel est son point de vue sur ouais, sa différence entre homme trans et femme trans? Grosso merdo pour le. C'est un peu Pour compliqué. le vécu. Ouais. euh, Elle est un peu chaude cette question, je pense. non mais il y a un vrai sujet. Donc on est d'accord, c'est une question sur la différence de vécu entre les hommes trans et les femmes trans, C'est c'est ça? ça. Si je résume bien, ouais. Je me suis un peu perdu dans mes. Ouais. Ok. Oui, en gros, c'est ça. Euh, Ouais. Ok. Ben, ce qu'il y a, c'est que les vécus sont très différents, mais ce qui est assez important de noter, c'est que les personnes trans sont quand même réussissent à vivre de l'oppression de la société et aussi de leur propre communauté. À savoir que il y a pas mal de mecs trans qui, en fait, auparavant, s'identifient comme lesbiennes avant de le transitionner et peuvent parfois vivre du rejet de la communauté lesbienne, alors que ça a été une part très importante de leur vie, parce que c'est quelque chose de, enfin, voilà, l'identité lesbienne est une identité politique et je suis pas la mieux placée pour en parler. Mais je sais que je connais des personnes qui ont vécu beaucoup de rejets et qui se sont senties vraiment extrêmement isolées en se disant, bah, en fait, cette communauté dans laquelle je me sentais bien me rejette alors que je vis déjà au sein d'une société qui me rejette. Mhm. Pour les personnes transféminines, nous, on vit un truc absolument génial qui s'appelle la transmisogynie. C'est-à-dire que c'est une oppression vraiment typique, enfin spécifique aux femmes trans. C'est-à-dire que on vit la misogynie au même titre que les femmes,
mais on vit aussi ce truc d'être considéré comme des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes, et en fait d'être attaqué à la fois par les masculinités et par malheureusement le mouvement TERF. Donc on parlait de J.K. Rowling. Perso, moi dans ma promo l'an dernier, on avait une personne qui adhérait à l'idéologie TERF, et c'est compliqué parce que c'est déguisé sous un vernis de féminisme. Mhm. Et en fait, mais en tout cas, du coup, c'est hyper insidieux. Mais c'est vraiment de dire non, non, mais je suis pour. Si c'est des gens qui arrivent à dire euh, je, tu es bien qui tu veux, tu fais ce que tu veux, mais par contre, si tu touches à ton corps, tu te mutiles, quoi. Euh, et puis surtout à dire ah non, mais de toute façon, tu seras jamais une vraie femme. Et c'est très visé sur les femmes trans. Après, effectivement, il y a aussi l'aspect où les TERF attaquent aussi les hommes trans en disant que c'est des choses du genre. Les hommes trans, c'est des femmes qui veulent s'approprier le privilège masculin. Ce qui est quand même. Enfin voilà, quand on est une personne trans et qu'on transitionne, il y a quand même une décision qui est faite de faire face à une oppression. Euh, Parce qu'en fait, on pourrait ne pas transitionner, on pourrait vivre caché. Euh, mais on décide de faire face à une oppression, et en fait des soi-disant alliés, des personnes soi-disant militantes se retournent contre nous aussi. Ouais. Voilà, pour les différences un peu spécifiques. Ouais, je pense que ça avait répondu à la question de Spoofle en tout cas. Ça peut plus, forcément, on peut pas non plus aller extrêmement loin pendant des heures sans. Parce qu'il y a forcément plein de cas par cas, etc. Enfin, si je dis pas de bêtises. Euh, Les amis, si vous avez des questions, c'est le moment dans le. C'est quoi le film abordant. Ah bah tiens, très bonne question de Zigototo. C'est quoi pour toi le film abordant cette thématique le plus ancien? Moi j'aurais mis la question, quel est ton film que tu considères, ou ta série, enfin ton objet filmique, on va dire, qui fait mieux le taf par rapport à ces questions-là? Ouh. Euh, Moi j'ai une petite alors, réponse, pas que je suis parlé à ta place, mais je sais. ah, Ouais. non, mais puis en plus, j'ai un peu cette particularité que quand on me pose une question spécifique comme ça sur c'est quoi ton truc préféré, mon cerveau décide. Tu Bonjour les m'étonnes. troupes de la. Euh, euh, Ben ouais, en fait, comme j'ai pas préparé, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que tu penses de Sense8 par exemple? C'est vrai, Sense8, Moi j'adore. c'est la première réponse qui m'est venue en tête Ah ouais, immédiatement. ah oui. Sense8, on est vraiment sur ce truc de le sujet est évoqué, on est, enfin, et pas balayé, tu vois, le sujet est évoqué, et, c'est une difficulté dans la vie j'ai oublié son prénom, tant pis. Euh, Ça, je l'ai sur le bout de la et sa langue. famille va bien et Mhm. tout, mais en même temps, je trouve qu'il y a ce truc très chouette où, bah, en fait, elle a une meuf hyper badass qu'il aime, et elles s'aiment tellement toutes les deux. Moi, ça D'ailleurs, m'a beaucoup. dans la première saison, il y a une discussion où elle arrive sur une manifestation. D'ailleurs, il y a un peu un discours qui est fait. Je connais vraiment cette série par cœur. Et en fait, elle a affaire à une turf. Elles sont en manif féministe, un peu aussi en gay pride, etc. Enfin, ce qui était LGBTQ plus pride, pardon. Et on voit, ils ont une discussion un moment avec cette femme qui aborde donc le personnage principal trans, la femme trans, et elle s'engueule, etc. Limite, elle saute sur la gueule parce que c'était une manière, je pense, pour les sœurs Wachowski d'aborder aussi les problématiques que les avaient à faire dans le milieu forcément de militantes Bah ouais. auxquelles elles avaient affaire. Mhm. Oui, 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 clairement. Ouais, ouais. Mais après, je sais pas, moi, il y a des choses, il y a des. J'aime bien les petits clins d'œil aussi, qui sont pas vraiment. Je sais pas, moi je pense à une série qui a un dessin animé qui est très récent, qui s'appelle The Owl House. Mhm. Euh, et du coup, spoiler, si vous regardez, mais spoiler de la saison 2, donc ça va. Mais en fait, il y a, euh, il y a une scène qui m'y a fait penser. Le personnage principal, Luz, en fait, a été remplacé chez elle par
parce elle est partie dans une autre dans une dimension avec des sorcières. Il y a un monstre qui l'a remplacée sans qu'elle le sache. Et en fait, il y a juste des scènes comme ça où tu sens les clins d'œil, où la mère en fait découvre le monstre qui en fait s'est fait passer pour Luz pendant des mois et lui dit en fait juste quelque chose que moi j'ai relevé comme étant vraiment une référence qui lui dit juste bah en fait je savais pas que j'avais une fille si courageuse sous mon toit. Et en fait moi c'est les petits clins d'œil comme ça que je trouve intéressants, enfin qui me touchent souvent. Alors, Le Fou des Rois, bonsoir, on pourrait voir ce film, cette série. Je parlais de Sense8, c'est sur Netflix. Hein. Sense8. Voilà. Mm. C'est assez connu. Ok, bah, la dernière question de est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'en penses. Notre fidèle Xlibox, j'arrive jamais à prononcer son pseudo. Glenn ou Glenda, qu'est-ce que t'en penses? Si tu l'as vu d'ailleurs. Glenn. Glenn ou Glenda, ouais, c'est années 70, hein, si je dis pas de bêtises, ce film-là, quoi. Simplement je Ok, l'ai pas ouais, vu. bon, bah écoute, Voilà. fin Donc oui, parce que... d'interrogation. C'est Ed Wood, ouais, c'est ça. C'est de Ed Wood, ouais. Ok. C'est une question de transposition de corps. Ah putain, merci Zigototo pour la 1953. Bon, j'étais complètement à côté de la plaque. Il y a eu un remake, je suis quasiment sûr. Mais bon, j'étais à côté de la plaque. Quand on se trompe, on se trompe. Hein. Avec Bella Lugosi. Ouais. Ok, très bien. Bah du coup, ouais, je peux pas répondre. Eh ben écoute, je te propose de finir sur notre question. Du coup, le Rocky Horror Picture Show, putain, j'ai du mal. Peut-il devenir problématique? Est-il ou peut-il devenir problématique? Les Français veulent des Euh, réponses, Manu. Allez, on veut une réponse, très bien. Non, non, on n'est pas obligé. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est un peu une question comme... j'ai quand même envie de faire le parallèle. C'est quand même une question comme Harry Potter, un peu. Dans la mesure où il y a ces problèmes avec Richard O'Brien. Et que, en même temps, tant que tu lui donnes pas plus d'argent, que tu vas pas assez chaud, il y a un peu un côté où il a atteint, où il est passé dans le... C'est la mort de l'auteur. Mhm. C'est... Et puis après, si c'est regardé avec un regard critique, je pense que c'est un film qui a fait beaucoup de bien quand même. Ok. Et ben on va terminer là-dessus. Juste, ma Manu, est-ce que tu as des actualités personnelles qui arrivent bientôt, de quel qu'il soit? J'en ai plein. Ouais. Déjà, donc c'est pas moi personnellement, mais c'est un événement que je co-organise qui est dimanche, qui s'appelle le transdressing. Donc qui est un échange de vêtements, un vide dressing gratuit entre personnes trans, donc en mixité choisie, personnes trans, non binaires, intersexes ou en questionnement. Ça se passe au Café Rosa à Lyon, donc c'est rue Béchevelin. Les personnes peuvent être accompagnées s'il y a des personnes trans qui ne se sentent pas de venir seules. On accepte tout à fait qu'il y ait des accompagnants. Donc ça, c'est une chose. Après, moi, en tant qu'artiste, Manulida, j'avais ce soir. Mes prochaines dates, c'est le 24-25 février, c'est au Baston, à Lyon. Je présente la Star Academy avec la compagnie de Lip Sync Challenge. Je savais pas su Donc, ça. c'est une réalité de vraies fausses chansons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir faire semblant de chanter et vous allez pouvoir voter et après ça va décider les tours suivants et il y aura un gagnant, une gagnante. Et sinon, grosse actualité qui arrive le 4 mars. Ah ah. Ah ah. Euh, c'est une actualité au Boscop à Lyon. Boscop, je crois que vous en avez entendu parler. Boscop, ah, c'est très intéressant comme lieu, qu'est-ce donc? Je sais pas, tu peux nous en parler? Bon, j'aurais grave déjà parlé sur cette chaîne, forcément, il y a une petite commande qui passe de temps en temps pour le rappeler, mais c'est l'espace culturel qu'on ouvre dans le 7e arrondissement lyonnais qui la ouvre, vraiment officiellement pour de bon à partir de samedi. Et voilà, puis tu fais partie de la famille, Dieu sait, donc on est bien heureux de te produire ce soir-là, quoi. Voilà, et donc le 4 mars, normalement ce sera la première, puisque ça devrait être récurrent, mais il y aura donc une soirée qui va s'appeler Titre, le drag baret de Manulida, qui sera donc un petit cabaret où il y aura des artistes drag king, drag queer, drag queen, pardon, qui viendront performer une programmation de 4 artistes plus une scène ouverte.
Donc une scène ouverte qui est spéciale pour les personnes qui se lancent. Donc toute première fois, comme je dis. Voilà. Normalement, je fais quelque chose aussi le 11 mars, mais c'est pas confirmé, donc ce serait avec le Café Rosa. Donc si vous suivez le Café Rosa, vous pouvez voir. Et sinon, en tant que comédienne, je joue du 11 au 15 avril, la semaine des intergalactiques. Euh, hmm. Cadre de l'école. Et ça va être magnifique. On joue au théâtre de l'Élysée, qui est donc un théâtre à la Guillotière à Lyon, qui est un ancien cinéma de kung-fu et de porno, qui a été reconverti en théâtre il y a des années, qui est un super lieu. Et on va jouer une pièce de Myriam Boudegna qui s'appelle Les Pissenlits, mis en scène par Myriam Boudegna. Et ça va être vraiment chouette. Eh ben, ça fait un joli programme, ça, ma Manu, ma foi. D'ailleurs, on se voit demain pour discuter de tas de trucs pour la soirée du 4. On a un petit Et oui. rendez-vous, on a un petit rendez-vous à 15h30 demain pour l'aspect logistique. Là, je suis juste en train de chercher pendant une toute petite seconde l'Instagram de Manulida. Ah putain, ça va pas marcher. Je vais aller sur le Ah, site. Hop là. ah oui, bien sûr. Bah, pour le partager. Donc, merci de la suivre, de suivre son actu. Elle poste plein de stories. Alors, il y a des. Je parle à ta place, ça Manu. Il y a plein de stories bah, de toi, de comment t'es belle, etc. Mais aussi beaucoup de stories sur les actions militantes, féministes, queer, trans, etc. Donc voilà, tu es très active aussi sur ces réseaux pour ça, pour faire passer des messages et faire, voilà, parce que tu es de nature, tu es déjà militante depuis toujours, donc voilà. Hop là, et j'ai forcément mal copié le truc. Ah, hop là. Tu peux me faire un Et petit oui, mais copier-coller. Hop là. oui, j'aime bien prendre le temps. En fait, c'est pas des contenus que moi je crée, mais prendre le temps de relayer des contenus Ouais, de ouf. pédagogiques, pour donner des sources, hein, pour s'éduquer. Voilà, donc j'ai mis l'Instagram de Teta Menulida dans le chat, donc vous cliquez là-dessus, vous suivez, vous lui mettez des cœurs sur ses stories, et si jamais vous êtes du côté de Lyon ou pas loin, ou dans ses dates, et ben vous allez la voir, ça va être génial. Manu, un énorme merci pour cette discussion, j'en rêvais depuis un an en me disant comment, et grâce à toi, elle a pu devenir réelle, donc tu es mille fois Oh. remercié de ouf, quoi. J'étais trop contente en tout cas. Moi, ça me faisait plaisir de parler de ce film et de poser des questions justement. Poser les questions qui fâchent. Mais tant qu'on le fait dans la bienveillance, qu'on construit, et que, voilà, tout va bien, comme toujours. Et ben, du coup, Et ben, à suivre. Votre film, les deux, l'original, le remake, ça va suivre tout seul, etc. Manu, la bonne soirée, on se retrouve en antenne, comme toujours. allez, ça roule. C'est parti, à tout de suite les amis, je vous rejoins un petit peu plus tard.